Je vais revenir pour terminer sur un passage. Lorsque vous étiez dans la logique de venir au stade, oui. Vous dites que vous avez été dissuadé par votre frère, qui était commandant à l'époque. Oui, commandant de la marine à la retraite. À la retraite. Oui. Vous confirmez ces déclarations? Oui, je confirme ces déclarations. Est-ce que ce acte posé par votre frère ne présume pas qu'il y avait déjà une préparation de réprimer ces faits? C'est certain parce qu'il n'a pas l'habitude. Et quand même, c'est un militaire à la retraite. Il a été commandant de la marine. Et il a vécu les massacres de janvier-février. Je me suis dit, certainement, c'est cela. Parce qu'il a dit avec insistance. Et à 7 h du matin, 5h45, hein, le téléphone crépite. D'habitude, lui et moi, nous parlons généralement dans l'après-midi. Mais qui m'appelle à cette heure-ci et insiste de ne pas sortir, que ce n'est pas bon. Alors j'ai compris directement que ça allait être chaud. Je ne pensais pas, je n'étais pas sorti pour aller mourir, hein, mais j'avais envisagé cette possibilité parce que je sais que les militaires, généralement, ils sont capables de tirer et de tuer, comme ils ont fait en janvier-février 2007. Et c'est pourquoi j'ai dit à madame, toi tu restes, mais il se peut que je ne revienne pas. Mais si je ne reviens pas, occupe-toi des enfants, ceux qui sont enfants et ceux qui sont là. Mais aussi, il n'y a aucune possibilité pour moi de ne pas aller. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai plus te regarder en face. J'aurai la prison de conscience. Je ne pourrai plus me mirer. Je serai un homme vivant mort. Et je te traite comme un lâche. Non, je ne le fais pas. Elle a insisté. J'ai dit non, je vais partir. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Docteur Keita. Oui. Je vais commencer d'abord par vous adresser nos vives compassions. Hein, merci. Par rapport vraiment à tout ce que vous, personnellement, vous avez subi avec votre épouse. Et mon fils, il est là. Mon fils toutes aussi. les victimes de ces événements. Oui. Je n'ai pratiquement que 3 questions à vous poser. Oui. Parce que la première, déjà, vous avez été posée par le président lui-même, oui. réitérée par mon collègue. Oui. C'était celle de savoir, à la rencontre, lorsque le colonel Moussa Tchekbro vous a intercepté avec les leaders, il a affirmé qu'il vient vous rencontrer au nom du président Moussa Dadis pour reporter la manifestation. Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens, affirmatif, c'est ce qu'il a dit. Il nous a dissuadé. Ma seconde question porte sur les événements au stade. Oui. Selon vous, au regard de tout ce qui s'est passé, vu l'armada du dispositif de répression déployé ce jour, vu l'échelle, le nombre de victimes, l'ampleur et l'atrocité des crimes commis ce jour, est-ce que selon vous, vous pensez que cette attaque est un fait du hasard ou c'est quelque chose qui résulte de l'exécution d'un plan, d'un projet qui a été mûri, réfléchi avant qu'il ne se produise? Monsieur le juge, ce n'était nullement un hasard. La preuve, quand le colonel Tchekbro nous a dissuadés et nous n'avons pas obtempéré, il s'est éclipsé. Entre-temps, j'ai fait quelques 20 à 50 mètres pour chercher de l'eau à boire, pensant qu'il y a des gens qui vendaient des sachets d'eau. Mais là où il y a actuellement l'hôtel Millennium, là où l'hôtel Millennium est construit, il y avait quelques militaires déjà qui étaient parsemés. Il n'y avait personne d'autre que les militaires. J'ai compris, quelque part, pour moi, certainement, c'est pour nous encadrer, pour ne pas que ça déborde vers l'intérieur. Donc ça signifie que déjà, les militaires étaient postés.
Ce n'est pas donc un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que dans l'enceinte du stade, oui, avez-vous constaté la présence des civils armés parmi les militaires? Non, je n'ai pas constaté. Je n'ai pas le porte de le constater, honnêtement. Dans vos déclarations, vous dites... Mais madame dit que c'est un civil qui a voulu l'égorger. Un civil. Un civil. Oui. Et c'est un béret rouge qui lui a dit non. Il n'a pas faradé. Non, ne le tue pas avec un ton ferme. Ça se recoupe avec la déclaration de l'une des parties civiles qui venait de passer ici, qui dit effectivement, lui aussi avoir vu un civil sortir de sa jaquette, un couteau et poignarder, éventrer. C'est pas exclu. Une des victimes. Donc c'est pas exclu qu'il y avait effectivement la présence des civils armés parmi les militaires. Oui. Je vais terminer par rapport à l'attitude de mépris du ministre de la Santé. Exactement. Je pense que c'est ce qui vous a choqué. C'est ce qui m'a choqué. Face aux blessés. S'il n'était pas médecin, ça ne m'aurait pas choqué. Il était militaire simple, ça ne me choque pas. Quand ils sont en transe, ben, ils font du n'importe quoi. Mais un médecin assermenté, il ne doit pas. Donc voilà. Il a adopté une attitude de mépris à l'égard des victimes. Exactement, c'est ça. C'est ce que je le reproche, lui. Et vous convenez avec moi, cette attitude est contraire à son serment. Au serment d'Hippocrate. Totalement contraire au serment d'Hippocrate. Totalement. Même en cas de guerre. Après, merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je vais laisser la parole à moi. Je vous remercie. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ben Youssouf Keita. Oui, maître. Voilà. Le parquet vous réitère toujours sa compassion. Merci. Par rapport à tout ce que vous avez vécu et ce que votre femme également a vécu. Merci. Alors, ce jour au stade. Oui. Bien avant le stade, lorsque vous étiez arrivé chez M. Jean-Marie Doré, oui. Il vous disait qu'il avait reçu un appel du président d'Addis. Oui, qui lui demandait de ne pas aller et d'attendre qu'il envoie une délégation. Jean-Marie nous a dit qu'il y a une délégation, que le président envoie une délégation qu'il doit recevoir. C'est la délégation des prélats, ou je crois des religieux. Il a parlé de religieux. Je crois l'imam Camara et quelque chose comme ça. Là. Ouais. Et ça rejoint ce que le colonel Tchebourou vous a dit, parce que lui aussi vous a dit que c'est le président d'Addis qui l'a envoyé vers vous. Oui, affirmatif. Merci bien. Aussi, au stade, est-ce que vous avez remarqué la présence de gens qui arboraient des t-shirts couleur Chelsea, Arsenal et autres? Non, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers. D'accord. Alors, je ne pouvais pas... Vous n'avez pas pu remarquer ça? Non, je n'ai pas remarqué. D'accord. Et les gens étaient habillés, bon, n'importe comment là. C'était la fête. Voilà. Et votre épouse a échappé à une tentative d'assassinat? Oui, elle a échappé à une tentative d'égorgement même, pas d'assassinat, parce qu'il voulait l'égorger. Ce n'est pas poignarder autre chose. Mais elle a pris... Oui, mais quand on égorge quelqu'un, ça donne quoi? Excusez-moi. C'est-à-dire, il voulait l'égorger. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi le béret rouge a intervenu. Parce qu'il frappe, peut-être, il tire, mais égorger, c'était, même pour lui, c'était inacceptable. Bien. Malheureusement, une fois de plus, elle se sort de cela, la main lacérée. Les choses sont là. Elle voit un officier qui, normalement, doit l'apporter assistance, parce que c'est une personne en danger, qui, au début, donne ordre, parce qu'il voit, il aperçoit, arrêter, et au lieu vraiment de continuer, malgré que madame s'est agrippée à sa chemise, il ne l'a pas fait, son garde-corps l'a giflé, elle a perdu connaissance. Et lui, il a continué son chemin. Pourquoi? Et c'est confirmé même par le certificat médical qui a été dressé par la clinique Pasteur. C'est bien Madame Fatoumata? Oui, c'est Fatoumata. D'accord. Il est clairement dit ici qu'elle a eu une plaie au niveau de la main droite. Exactement. D'accord. Et vous aussi,
vous avez produit un certificat médical qui prouve à suffisance que vous avez reçu un coup sur la tête. Ma main, là, elle n'est pas guérie encore. Ça, voilà. Voilà, parce qu'ici aussi, on parle de votre tête. Ouais. Bien. Et en dehors de tout cela, qu'est-ce que vous savez des cas de viol, des cas d'esclavage sexuel, des fosses communes, d'enlèvement de cadavres au niveau des morgues, puisque vous étiez dans le mouvement? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout cela? À part du moment que je ne peux pas donner des preuves irréfutables, je ne peux pas commenter. C'est des on-dit. Et à mon niveau, je ne peux dire que ce que je peux confirmer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit ou de l'année et dans n'importe quelle situation. Quand je suis conscient, je peux dire. J'ai ouï dire qu'il y a eu effectivement des disparus. Les témoins sont là. Un des journalistes, en la personne de Mohamed Ali Condé de Djouma, a perdu son oncle. Il peut le confirmer. Donc, je peux lui faire confiance. Mais je ne peux pas m'avancer. J'ai ouï dire qu'il y a eu des femmes violées. Et là, j'ai pu confirmer parce que j'ai eu à soigner. Je vous ai dit tantôt qu'après, dans les années 2011 jusqu'à 2013, je prenais en charge dans l'association caritative Fitima de Mme Hawa Dramé. Sise Kaporo Rai, c'est une association pour prendre en charge des enfants avec des difficultés psychomoteurs. Et nous avons pris en charge gratuitement, et moi-même volontairement, des personnes qui ont été violentées au stade du 28 septembre, le 25 2009, dont des jeunes blessés, handicapés orthopédiquement, des femmes violées, dont une, malheureusement, malgré ses 50 ans, elle a été violée, elle a contracté le sida, je l'ai suivie jusqu'à sa mort. Ça, je peux confirmer ça. Les documents existent. Donc, il y a effectivement eu, en me basant sur cela, viol. Il y a exactement eu disparition en me basant sur la déclaration de Mohamed Ali Condé. Et c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. À moi merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il pouvait se permettre, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure les faits, est-ce que le colonel pouvait se permettre d'aller à la rencontre des leaders après la commission d'un tel acte, sans aucun incident? Il s'entretient encore avec les leaders. Au-delà de tout, après avoir commis cet acte-là, il vient, il s'entretient avec les leaders. Ils s'entendent sur quelque chose et il continue son chemin librement. Quelqu'un aurait dit tout de suite là-bas, voilà ce que le colonel a fait là-bas, tout de suite. Il ne faut même pas l'écouter. Personne s'est entretenu calmement, avec toute responsabilité avec les leaders. Il a continué son chemin. La réponse est bien sûr non. Il ne pouvait pas se permettre d'y aller. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'était les militants qui vont à la rencontre de leur leader. Attends, tout de suite tu es pris à partie. C'est ça. La foule est incontrôlable. Voilà. Quel que soit, même si c'est une cargaison que tu as, la foule est incontrôlable. Tu ne peux pas faire un acte comme ça et que cela passe inaperçu. Il ne l'a pas fait. Madame Aïssatou Bari a déclaré à l'audience du 28 février 2023 qu'à 8 heures, le colonel Moussa Tcheboro Camara et son groupe sont venus et ils ont tiré et ont fait usage de gaz lacrymogène. On a couru et on s'est dispersé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Premièrement, Monsieur le Président, honorable assesseur, la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara à cet endroit
n'a pas été établie dans le cadre de ce procès. Sa présence à cet endroit n'a nullement été établie. Là où on a tiré, on a ouvert le feu sur un jeune, sa présence n'a pas été confirmée là-bas, ici. Ça n'a pas été prouvé. Le nom de la prétendue victime est inconnu du tribunal. Et celui, parce qu'on dit il, et celui qui a ouvert le feu n'a pas été identifié. Ça devient un problème. Par ailleurs, aucune victime, ni aucun témoin n'a affirmé, a fortiori de le prouver, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a donné la mort à une personne X avec préméditation et guet-apens. Personne. Le ministère public a aussi soutenu, dans son discours, ça c'est en faveur du colonel, à sa décharge. Peut-être que je n'avais pas bien entendu. Le ministère public a soutenu qu'on n'a pas dit que le colonel lui-même a tué, violé ou assassiné. Mais il était chef militaire. Donc, commandeur. Peut-être que j'ai mal entendu. Il n'a pas tué, il n'a pas assassiné, il n'a pas violé. Mais pourquoi il est là? Et pourquoi le président ne va pas hésiter? Il a bien entendu ça. Messieurs les assesseurs ont très bien entendu ça. Ils ne vont pas hésiter. Ce jour-là, même si on va rester ici jusque tard la nuit, nous allons demander au tribunal de rendre une décision sur siège ou à défaut sur le champ. Ils vont rentrer chez eux. Non, parce que c'est le parquet qui avoue, c'est le parquet qui défend maintenant le colonel. C'est pourquoi j'ai dit le boulevard, il est ouvert. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? Ce qui m'a écœuré, ça personnellement je le dis, j'ai encore dans l'oreille je suis au stade du 28 septembre presque tous les jours, depuis cet événement. J'ai encore dans l'oreille des cris de cœur de certaines victimes. Oui, il faut l'avouer. Une d'entre elles s'est écriée un jour, « Et maître, et nos morts !» Voilà ce que j'ai répondu. Ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel Moussa Tcheboro Camara n'y est pour rien. Absolument rien. Je dis oui, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel n'y est pour rien. Le colonel lui-même, à l'ouverture de l'audience ici, il a présenté des condoléances aux familles éplorées. Mais il n'y est pour rien. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le colonel s'est-il rendu coupable de meurtre et d'assassinat sur la personne de X? Oui, on continue de spéculer encore. Sur la personne de X ou Y au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? La réponse est non. Vous l'acquitterez purement et simplement pour crime non imputable, en application bien sûr des dispositions des articles 442 et 544 du Code de procédure pénale. Le colonel Moussa Tcheboro Camara
est également accusé de complicité de meurtre et d'assassinat. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Article 19 du Code pénal. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'article, c'est ce que les juges d'instruction ont visé. L'article 20. Sont punis comme complices, bon, ce que je devais lire, l'alinéa 2 qui est clair. Les complices d'un crime sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Le système de l'emprunt de criminalité. C'est parce que le procureur fait de ce système. Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Les autres alinéas ne nous intéressent pas. Donc la complicité suppose un acte matériel de complicité, un fait principal punissable et une intention coupable. Je ne parlerai que de l'acte matériel de complicité. C'est ce qui nous intéresse ici. Puisqu'il est reproché à M. Moussa Tcheboro Kamara, dans l'ordonnance de renvoi, d'avoir participé en pleine connaissance de cause par la provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre environ. C'est tout ce que... C'est-à-dire que le législateur a employé des propos, les juges d'instruction se saisissent de ces propos. Il ne suffit pas de se saisir de ces propos. Mais il faut matérialiser ces propos. Il ne suffit pas de dire instruction et tu t'arrêtes là. Ça ne marche pas. Par comment il a provoqué les circonstances, il faut être à même de rappeler cela, d'indiquer cela. C'est ce qui doit asseoir la conviction d'un tribunal criminel.